Bienvenue à tous les curieux. C'est un peu un cliché de dire ça, mais l'art a un besoin vital d'artistes, sinon il s'éteint. Et les artistes ont évidemment besoin de talent, mais aussi d'inspiration pour faire vivre leur art et le sublimer. Ces inspirations, plus ou moins mystiques, peuvent être diverses et variées, mais les plus évidentes sont incontestablement les muses. Ce n'est pas un hasard si ces divines femmes de l'Antiquité ont donné dans notre langage actuel le mot musée. Pour chaque art, il y a une muse, et celle de la musique se nomme Euterpe. Pourtant, les dieux païens du rock anglais que sont George Harrison et Eric Clapton ont été inspirés par une toute autre créature, une vraie femme qui se trouve être pour les deux la même femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Pattie Boyd. Patricia Ann Boyd est très vite surnommée Pattie et gardera toute sa vie ce diminutif comme nom d'usage. La jeune Anglaise voit toute sa vie chamboulée lorsqu'elle rencontre le Beatles adulé George Harrison, alors en pleine Beatlemania lors d'un tournage, alors qu'elle a tout juste 20 ans. Elle est née le 17 mars 1944 à Taunton, non loin de Bristol, dans le comté de Somerset en Angleterre. C'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants et sa petite sœur Jenny a également gravité dans le milieu du rock puisqu'elle fut l'épouse de Mick Fleetwood, batteur et cofondateur du groupe de rock anglais Fleetwood Mac en 1970, puis à Ian Wallace, autre batteur réputé des groupes The Warriors et King Crimson en 1984. En 1962, alors qu'elle a 18 ans et travaille comme shampooineuse dans l'un des salons d'Elizabeth Arden, la célèbre femme d'affaires spécialisée dans les cosmétiques à destination d'une clientèle huppée, Pattie est remarquée par un client qui travaille dans le milieu de la mode. Grâce à sa beauté particulièrement rare, sa silhouette fine et ses grands yeux bleus. Elle commence alors une carrière de mannequin, travaillant notamment à Londres, Paris et New York, et fait même la couverture de Vogue, ce qui est une consécration. Pretty girl, you are the light of my life. Durant ces années, elle pose entre autres pour les photographes Terence Donovan et David Bailey. Comme beaucoup d'autres mannequins et comédiennes, elle fait parfois de la figuration dans des films lorsque les réalisateurs recherchent de belles jeunes femmes. C'est ainsi qu'en 1964, elle incarne une jeune femme qui rencontre les Beatles dans un train, dans le film A Hard Day's Night, titré en français 4 garçons dans le vent. La suite appartient dorénavant à l'histoire et notamment à l'histoire de la musique. Lors de ce tournage, George Harrison, le plus jeune des Beatles, mais aussi le plus timide, remarque très vite la jeune femme. Une idylle naît et le couple se marie en 1966. George est fou amoureux de Pattie et compose notamment pour elle la chanson Something. Cette œuvre majeure, qualifiée par Frank Sinatra lui-même de meilleure chanson d'amour de tous les temps, est la première à avoir été écrite par Harrison seul, à être sortie en face A d'un 45 tours, et elle a atteint la première place de nombreux billboards. Les paroles évoquent une femme qui provoque des sensations et sentiments inédits pour le narrateur, et il ne sait pas expliquer clairement ce qui provoque exactement cela en lui. D'où le titre Something, quelque chose, qu'il adjoint à divers éléments. Quelque chose dans sa manière de bouger, dans les choses qu'elle montre, dans son sourire, etc. Elle fut notamment reprise par Ray Charles, Tina Turner, Joe Cocker, Shirley Bassey, The Shadows, Elvis Presley et donc Frank Sinatra, entre autres. Selon John Lennon et Paul McCartney, c'est la première chanson vraiment excellente de George Harrison et elle a révélé au monde entier un auteur particulièrement sensible et doué. Comme quoi, les muses ont une importance non négligeable dans le processus de création d'un artiste et l'histoire de cette chanson le prouve définitivement. En 1967, Pattie Boyd s'adonne à la méditation transcendantale et suit les préceptes du maître indien Maharishi Mahesh Yogi. Elle emmène donc son époux ainsi que les autres membres du groupe, tous accompagnés de leurs femmes, à Bangor, au Pays de Galles, afin qu'ils suivent l'une de ses conférences. Très intéressés par cette nouvelle philosophie venue d'Orient, les Beatles décident en 1968 de se rendre tous en Inde pour y approfondir leur expérience de cette forme de méditation. Un besoin d'autant plus vital pour eux de se ressourcer qu'ils viennent tout juste de perdre leur manager Brian Epstein, décédé à la suite d'une surdose de barbiturique. Suite à un incident entre le maître et Mia Farrow, également présente sur place, tout le monde quitte l'ashram et John Lennon, furieux, compose dans la foulée la chanson Sexy Sadie où il dénonce l'attitude du gourou. Sexy Sadie. Une chanson certainement pas inspirée par la muse de l'amour, celle-là.
Mais George Harrison n'a pas écrit que la chanson Something en s'inspirant de son épouse, loin de là, même si c'est indéniablement la plus marquante. Tout a commencé avec I Need You en 1965, alors que le couple n'était pas encore marié. Cette chanson figure dans l'album Help. Curieusement, alors qu'il revient sur toutes les chansons qu'il a composées dans son autobiographie, celle-ci fait exception, tout comme You Like Me Too Much, sans aucune raison apparente. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. En 1966, George compose également Isn't It a Pity pour Patty, mais celle-ci est refusée par les Beatles. Après l'avoir retravaillée, il la sort finalement en 1970 sur son album solo All Things Must Pass, aux côtés de son immense tube My Sweet Lord. Elle fut reprise par Nina Simone et Roberta Flack, entre autres. Dans cette chanson, il déplore le fait que nous voyons très rarement la beauté de ce qui nous entoure. D'où le titre Isn't It a Pity, qui peut se traduire par quel dommage. Fait marquant, le prodige de la guitare, surnommé God, c'est-à-dire Dieu par ses fans, Eric Clapton, figure sur l'enregistrement original de la chanson en tant que seul guitariste électrique du morceau. Eric et George s'apprécient énormément et deviennent même meilleurs amis. Sauf qu'une tragédie shakespearienne qui va impliquer Pattie Boyd va se glisser entre les deux stars du rock et après cela, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Pour les protagonistes de cette histoire, mais aussi pour toute personne aimant les belles chansons, notamment les ballades et les chansons d'amour. Mais avant cela, Pattie inspire encore une autre chanson à son mari, It's All Too Much. Elle semble une source inépuisable d'inspiration pour George, mais va très bientôt le devenir pour un autre homme, le meilleur ami de son époux, Eric Clapton. À la fin des années 60, George Harrison rencontre un guitariste virtuose, Eric Clapton. Ils deviennent les meilleurs amis, mais lorsqu'il aperçoit Pattie Boyd, la femme de son ami, Clapton a un coup de foudre immédiat et tombe fou amoureux d'elle. Elle occupe littéralement toutes ses pensées, mais il se sent également très mal à l'aise vis-à-vis de son ami George et s'en veut énormément de ce qu'il ressent, presque malgré lui. La situation semble inextricable et digne d'une tragédie grecque. Dès 1970, cette histoire qui lui ravage le cœur et l'esprit lui inspire ce qui va devenir l'un des plus grands tubes de sa carrière, le mythique Leila. Pour ne pas raconter son histoire frontalement, il choisit un conte persan faisant parfaitement écho à son propre mal-être pour devenir l'inspiration officielle de la chanson. Il avouera cependant bien des années plus tard le sens profond des paroles de Leila et la véritable identité de son inspiratrice. Ce conte très ancien s'intitule Caïs et Leila, et dans les pays arabes, c'est une histoire très connue, mythique et fondatrice, un peu comme certains mythes grecs, tels que l'histoire de Pyrame et Thisbé en Europe, qui a notamment inspiré la pièce Roméo et Juliette à Shakespeare. Caïs est un bédouin poète qui devient fou d'amour pour sa cousine Leila. Il chante toute la journée et à qui veut l'entendre qu'il l'épousera un jour. Mais le père de cette dernière, la seule personne autorisée à décider de qui aura sa fille en mariage, voit dans cette attitude une sérieuse remise en question de son statut et de son autorité. Le père de Leila obtient même du calife la permission de tuer l'impudent. Mais le souverain désire voir cette jeune femme apparemment si belle qu'un jeune homme est vraisemblablement prêt à mourir pour elle. Mais lorsqu'il la rencontre, il s'exclame « Elle est moins belle que la moins belle de mes épouses ». Ce à quoi Caïx lui répond « C'est parce que vous n'avez pas mes yeux. Je vois sa beauté et mon amour pour elle est infini ». Emmené à la Mecque pour retrouver ses esprits, le jeune homme entend constamment le prénom de sa bien-aimée et son obsession ne faiblit pas, au point qu'il est surnommé Majnoun de Leila, c'est-à-dire le fou de Leila. L'histoire prend une tournure encore plus dramatique et démontre que l'homme a bel et bien sombré dans la folie quand on lui annonce que Leila est devant sa porte et qu'il répond qu'elle passe son chemin, car Leila m'empêcherait de penser à l'amour de Leila. En fait, il s'est tellement enfermé dans l'amour qu'il éprouve pour cette femme que même la femme elle-même n'est plus suffisante pour lui. Il l'a trop idéalisée et s'est enfermé dans l'image qu'il a décidé de se projeter d'elle. Tristement, Caïs mourra seul, parmi les animaux, en ne pensant qu'à une seule chose, son amour pour Leila. À noter que cette histoire a également inspiré le poète Louis Aragon pour son poème Le Fou d'Elsa, à destination de sa muse Elsa Triolet, et dans lequel il déclare « L'avenir de l'homme est la femme ». Au vu de son tiraillement personnel, un homme fou amoureux d'une femme qu'il ne pourra jamais avoir, Clapton se reconnaît dans cette histoire et compose cette chanson qui rencontre un immense succès, alors même que Pattie Boyd est toujours la femme de son meilleur ami. Dans les paroles, il la supplie de mettre fin à son calvaire en le choisissant lui plutôt que son actuel conjoint, qui visiblement la délaisse de plus en plus. La même année, elle lui inspire deux autres chansons supplicatives qui figurent également sur l'album Derek and the Dominos, Bell Bottom Blues et I Looked Away. Bell bottom
Mais Patty, même si elle n'est pas dupe du véritable sens de ses chansons car elle voit bien la façon dont la regarde Eric, reste tout de même avec son mari George Harrison, car elle est toujours amoureuse de lui. Eric Clapton, quant à lui, est de plus en plus déprimé, notamment à cause de cette histoire qui le ronge littéralement et il s'enfonce inexorablement dans les drogues de toutes sortes durant de longs mois. Mais il perçoit enfin le bout du tunnel lorsque Patty quitte l'ex-Beatles en 1974. Elle se précipite vers lui et il arrête les drogues dures, appréciant au maximum chaque moment avec cette femme qu'il convoitait depuis tant d'années. Le divorce entre George et Patty sera effectif en 1977 et elle épousera Eric Clapton en seconde noces en 1979. En 1977, Patty se prépare pour aller à une soirée mondaine organisée par Paul et Linda McCartney. It's late in the evening. Et voyant son épouse si belle à ce moment précis, il capture cet instant magique et unique dans son esprit pour lui faire une nouvelle déclaration d'amour, mais beaucoup plus posée et mature que celle de Leila à travers ces mots « You are wonderful tonight », c'est-à-dire « Tu es merveilleuse ce soir ». Il fait de Wonderful Tonight le gimmick et le refrain d'une chanson où il raconte tout simplement cet instant et où à chaque fois que sa femme lui pose une question parce qu'il a l'air bizarre, il répond une phrase se terminant invariablement par ces mots, tant l'instant lui semble merveilleux. Comme quoi, les meilleures chansons ne naissent pas forcément de sentiments puissants et exacerbés, mais peuvent aussi trouver leur source dans des moments fugaces, pas forcément exceptionnels, mais très chers au cœur de ceux qui les vivent. Cette chanson parut sur l'album Slow Hand en 1978. Pour Patty, Eric écrit également, cette fois en collaboration avec Phil Collins, la chanson Never Make You Cry, où il réaffirme son amour éternel pour sa femme. Ainsi que Pretty Girl et Odd Love. Pourtant, suite à l'alcoolisme de plus en plus présent et toxique d'Eric et à ses nombreuses infidélités, il aura même 2 enfants hors mariage, une fille et un fils de 2 maîtresses différentes en 1985 et 1986. Patty décide de le quitter en 1988 et leur divorce sera prononcé en 1989. Mettant ainsi fin à l'une des histoires d'amour les plus mythiques de ces années-là et nous ayant donné plusieurs chansons d'amour wonderful pour reprendre l'adjectif employé par Clapton pour désigner Patty. Par la suite, Patty Boyd a refait sa vie très loin du show business et des excès du rock'n'roll, puisqu'elle a épousé Rod Weston, un promoteur immobilier, en 2015. Celle qui fut la muse ultime de 2 des plus grands musiciens de la seconde moitié du XXe siècle n'inspire aujourd'hui plus de chansons, hélas. Ces hommes, de grands artistes, ont su percevoir quelque chose de spécial en elle, et ils avaient le talent pour sublimer ce petit quelque chose en plus qui faisait naître l'inspiration chez eux. Que ce soit par sa beauté, sa présence, ses yeux, via un amour impossible, ou tout simplement le fait de la voir se maquiller. Elle a su éveiller le sens de 2 génies qui se sont côtoyés et avaient même la particularité d'être les meilleurs amis en étant leur muse à tour de rôle mais aussi simultanément. Et les fans de musique en général peuvent remercier pour cela Patty Boyd autant que George Harrison et Eric Clapton pour leur avoir offert d'aussi belles chansons que Something, Leila et Wonderful Tonight pour ne citer qu'elles. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Patty Boyd. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.